C'est ce qu'on dit aux jeunes, beaucoup. On leur dit, votre 21e siècle va être pourri, faites des efforts. Bon, là, ils démissionnent, ils désertent, parce que ça, c'est vraiment pas du tout désirable. Si par contre, on leur dit, ça va fluctuer très fort, et ça va être l'occasion de revoir tout le modèle économique, tout le modèle social, vous allez inventer des nouvelles traditions, des nouvelles cultures. On va plutôt inventer un monde en interaction avec le monde, alors qui est plus lent, mais finalement, la lenteur, c'est secondaire. C'est surtout qu'on va beaucoup plus interagir. Oui, on est dans une forme de dérive sectaire. C'est qu'en fait, on pense que la performance sera la solution. Donc à chaque fois qu'on bloque sur quelque chose, on augmente les performances parce qu'on pense que ça va être la solution. Sauf que quand on augmente les performances, on épuise les ressources humaines, les ressources naturelles, et donc on prépare la crise suivante. Et donc c'est une boucle comme ça. Ça, c'est un culte. Quel message tu adresserais aux gens qui ont envie justement d'être créatifs, d'être entrepreneurs, d'innover, mais pas de faire des trucs dégueulasses comme on l'a toujours fait, et au contraire d'arriver à trouver une cohérence entre ce nouveau monde et cette soif de créer des choses. Bienvenue dans le podcast de Roland Harper. Avant de commencer, si tu aimes ce podcast, pense à t'abonner pour 2 raisons. Premièrement, moi, ça fait grave plaisir en fait de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je propose et qui ont envie de se creuser la tête un petit peu avec moi. Et de 2, ça va permettre d'avoir des invités toujours de meilleure qualité. Ça va être plus facile pour moi d'inviter des gens. Ils vont pas hésiter à se dire putain merde, il y a que 200 abonnés sur cette chaîne. Donc voilà, merci d'avance et ça fait grave plaisir. Et maintenant, place au podcast. Bon, super. Olivier, bienvenue. Ça fait super plaisir de te recevoir. On a dit qu'on allait se tutoyer. Du coup, bien sûr. Bonjour Roland. Bonjour. Donc, tu es chercheur à l'INRAE, à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'Institut Michel Serres, biologiste, auteur de ce bouquin notamment et d'autres entre autres. Alors, ça m'avait fait marrer parce que tu avais invité les gens à télécharger ce bouquin plutôt que de l'acheter. Il est disponible sur le site Tracts Gallimard. Et après, vu qu'il est téléchargé en PDF, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que ça peut se partager pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ou voilà, donc ça peut se partager, quoi. Ok, donc c'est un peu une belle, presque une belle métaphore de ton approche, de ton travail et de volonté un peu de diffuser les choses. Et après ça crée pas trop de friction avec Tracts Gallimard, avec la maison d'édition. Je pense qu'ils le font pour tous les tracts en fait. Donc je pense que c'est vraiment une volonté éditoriale d'avoir. On achète le texte, quoi. Mais il existe aussi en version téléchargée en PDF et pas seulement en e-book propriétaire, etc. Donc c'est quand même assez progressiste. C'est super. Et bon, on discutait en off là justement de l'importance des mots, du choix des mots et de l'importance de bien formuler les questions. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça et pourquoi ça résonne en ce moment particulièrement peut-être je peux raisonner avec rebondir sur l'actualité récente là on parle beaucoup là en ce moment du recul de l'Union européenne sur les voitures électriques, le retour thermique, etc. Alors on peut en effet regretter le fait que l'Europe avance pas alors que la Chine est déjà en train une voiture sur 2 est électrique en Chine, on n'est pas là en Europe, donc on est en retard de ce point de vue-là. Après, si on transforme toutes les voitures thermiques en voitures électriques qui sont des SUV électriques, c'est pire. Donc, faut aussi dire ça. Mais surtout, ce qui m'épate, c'est que on est toujours dans un modèle productiviste. C'est-à-dire que les gens qui vont râler contre ce recul vont dire qu'il faut réindustrialiser pour qu'on produise encore plus de voitures en Europe. Alors que c'est certainement pas ça la solution. C'est que si on fait ça, on va encore plus dégrader l'environnement. Donc, il faut plutôt passer vers des voitures légères, partagées, réparables. Et donc, ça veut dire que on est dans une société de consommation. Les citoyens sont des consommateurs et sont de moins en moins des producteurs, alors qu'en Chine, c'est plutôt des producteurs et moins des consommateurs. En fait, faut changer de cette dichotomie-là. Quand on fait du tout réparable, le citoyen est un consommateur qui est aussi un producteur. Et là, on change complètement. On dit aussi que si on va réindustrialiser, on met des taxes à l'entrée comme aux États-Unis pour faire des produits qui sont locaux, etc., ça va coûter plus cher, donc ça va endommager le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est encore une vision du monde d'avant. Si on fait des objets réparables et si on fait l'économie de la fonctionnalité, des objets partagés, ça coûtera moins cher. Et donc, on va augmenter le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, ce sera plutôt la puissance d'agir. C'est pas vraiment le pouvoir d'achat. C'est le fait de pouvoir avoir accès à des objets très haut de gamme pour très peu cher, parce qu'ils sont partageables. Et ça, c'est incroyable que ce soit pas sur la table dès aujourd'hui.
Bah, ça c'est bon, c'est le genre de truc qui me au matin, on se dit: «Mais c'est» on écoute les infos et on se dit: «Bah, on est encore coincé dans le monde d'avant», quoi. Voilà. Et du coup, poser les bonnes questions, réfléchir aux bons mots. Et en fait, c'est un petit peu l'exemple quand même, bon, pour essayer de donner des exemples concrets, c'est les Vélib. Les Vélib, finalement, c'est exactement cette solution-là. C'est réparable, c'est partageable. Et bon, les citoyens peuvent pas encore réparer, quoique on voit des citoyens qui retournent les selles Mmh. spontanément. Ça, c'était vachement intéressant, je trouve, avec les Vélib, pour dire, bah, en fait, ce vélo ne marche pas, du coup, je retourne la selle pour Ouais. indiquer au réparateur qu'il faut le prendre. C'est quand même un bon exemple. Exactement, exactement. Beh, c'est en fait des exemples comme ça, tu as tout à fait raison. Donc les vélos partagés, les voitures partagées, les biens en commun, à Lyon, mais dans d'autres villes aussi, les bibliothèques d'objets, les ludothèques, tout ça, ça c'est le monde qui vient. Et donc on produit moins, mais on partage plus, tout Ouais. simplement. Il y a un exemple aussi, et j'en profite pour en parler parce que c'est une super initiative qui va dans ce sens-là. Encore une fois, tourné autour du vélo qui est à Bayonne, là où moi j'habite. C'est un atelier de réparation participative qui s'appelle Compon Choco. Pardon, Chilindola. Et donc, c'est justement, donc c'est un nom basque, et c'est un atelier en fait où tu payes 5 € l'année et tu vas pour. Donc, non seulement tu as tous les outils disponibles, parce qu'en fait, Mmh. une des limitations quand on cherche à réparer son vélo, c'est que ben, quelle est la bonne clé finalement? Ah ben, tu l'as pas, tu dois l'acheter, c'est chiant. Là-bas, tu as tout dispo et tu as aussi une personne qui fait des tours comme ça autour des bras pour lever le vélo, qui fait des tours au fur et à mesure pour dire, ben là, tu fais ça. Donc lui, il donne les indications, il guide et au fur et à mesure, tu as de moins en moins besoin de la personne pour t'en prendre et tu vas juste là-bas, clac, clac, clac et t'es parti, quoi. Donc il y a quand même, on est quand même dans cette, on sent qu'il y a les prémices de ce monde de ce nouveau monde qui est en train d'arriver, mais disons que au niveau de la tête de Bah, l'État, c'est ça le problème. on n'y est pas du tout. On sent que les citoyens sont en demande, mais qu'il n'y a aucune réponse étatique finalement. Oui, et alors ce qui est c'est vraiment dommage parce que c'est un boulevard politique. C'est que ça crée du désir ça, hein, quand même. Ça Mais, fait du lien social, mais ça fait de la paix engouffrez-vous, sociale. Olivier, Mais oui, mais engouffre-toi, c'est pardon. non, mais c'est fou parce que ça coûte moins cher pour tout le monde, Ouais. ça résout le problème du pouvoir d'achat, ça on remet la question de l'emploi, on la met complètement ailleurs finalement. Ça fait de la souveraineté des territoires, on fait de la robustesse des produits qui est au service de la robustesse des territoires. Enfin, ça aligne vraiment à des tas de choses toutes simples. C'est déjà là, les citoyens le veulent et pourtant on reste coincé, voilà. En effet, le frein, hein, il est au niveau, central, quoi. Mmh. Sur cette question de l'innovation, t'en parles beaucoup aussi dans le petit manuel, hein, qui est vraiment, franchement, c'est court, c'est précis, c'est vraiment sympa. Et tu parles aussi notamment de l'innovation. Quel message tu adresserais aux gens qui ont envie justement d'être créatifs, de créer des choses, d'être entrepreneurs, d'innover, mais pas de faire des trucs dégueulasses comme on l'a toujours fait, et au contraire d'arriver à trouver une cohérence entre ce nouveau monde et cette soif de créer des choses. Et bah, peut-être la première chose, c'est, accueillez, l'inefficacité. C'est que l'inefficacité, c'est probablement le truc le plus, négatif qu'on a actuellement. Enfin, c'est un mot, vraiment, repoussoir, hein. Être Mmh. inefficace, c'est vraiment, alors qu'en fait, être inefficace, ça veut dire qu'on n'atteint pas son objectif. Enfin, l'efficacité, hein, c'est atteindre son objectif. Donc quand on est inefficace, on n'a pas atteint son objectif. Alors comme disait, l'adage zen: «Celui qui atteint son objectif a manqué tous les autres». Et donc quand on fait de l'innovation, ça veut dire qu'on n'a pas atteint son objectif. Parce que si on atteint son objectif, ça veut juste dire qu'on a fait de l'incrément, quoi. Qu'on savait où on allait aller et on y est arrivé. Donc on n'a pas fait du neuf. On est resté dans le même canal, le même couloir, quoi. Donc quand on fait de l'innovation, ça veut dire que par hasard, il y a quelque chose qui arrive et hop, on déraille et on fait, une nouvelle invention, on fait vraiment de l'innovation. Donc déjà, valoriser ça. Donc ça veut dire créer des moments d'inefficacité. Des moments où on va être fertilisé par des personnes extérieures, qu'on va penser à d'autres Mmh. choses, créer de l'espace de réflexion, questionner les questions, comme on vient de le faire. Donc ça c'est pour l'innovation et puis l'autre chose, c'est de surtout pas rester coincé dans un dogme, du monde, obsolète que l'on est en train de quitter. C'était un monde où on pensait que l'innovation était stimulée par les concurrents. Plus il y a de concurrents, plus on innove, hein. Ça, c'est la théorie de Harvey Labenstein, c'est la théorie de l'efficience X, où plus il y a de concurrents, plus il y a d'innovation. Alors ça, en fait, c'est, alors quand on pense un tout petit peu, hein, c'est complètement stupide, en fait, parce que ça ne marche que si le monde est stable et abondant en ressources. Oui, alors là, il y a plein de concurrents et donc en effet, il nous reste qu'un tout petit espace d'innovation, qui est l'espace que nous laissent les concurrents. Et donc c'est de l'innovation incrémentale, pas très stimulante.
Dans le monde qui vient, le monde fluctuant avec les turbulences, la polycrise, etc., alors là, non, on va plutôt coopérer. Parce que dans un monde fluctuant, il faut coopérer. Quand on coopère, le moteur de l'innovation, ce ne sont pas les concurrents, puisqu'il n'y en a plus vraiment. Ce qui stimule l'innovation, c'est le monde fluctuant. Et donc là, c'est très ouvert. Et c'est des innovations beaucoup plus générales, globales, vraiment des mutations sociales, technologiques, économiques, quoi. Et donc pour moi, c'est ça le sujet. C'est qu'en fait, faut pas tomber dans le panneau de l'appel à projet compétitif, qui va plutôt pousser à des innovations incrémentales. Il faut aller dans l'appel à commun, où en fait, globalement, collégialement, on coopère autour d'une question centrale du monde qui vient. Un exemple typique que je prends souvent, c'est l'extrême défi de l'ADEME, où c'est les véhicules intermédiaires, ou c'est encore des voitures, c'est des vélos-voitures, des petits véhicules pour le monde rural, et c'est un appel à commun. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui participent à ça s'engagent à partager toutes leurs innovations. Autant dire que ça va beaucoup plus loin dans l'innovation, évidemment, parce que là, c'est un énorme laboratoire à partager, quoi. Et est-ce qu'on peut creuser un petit peu plus dans cet exemple que tu viens de donner? Est-ce que tu te rappelles peut-être d'innovation particulière, ou est-ce qu'on peut encore double-cliquer dans ça parce que c'est intéressant? Ouais, bien sûr. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Donc, c'est des petits véhicules réparables, Ouais. interopérables, qui redonnent du sens à ce que c'est qu'un garagiste. Souvent, ils sont alors soit à pédale, donc même sans moteur. S'il y a un moteur, il y a un panneau solaire sur le toit, donc il n'y a même pas besoin de les brancher, parce qu'en fait, Ouais. ils se rechargent tout seuls. En fait, il n'y a pas besoin d'une prise, d'une dépendance externe. C'est parfois biosourcé, donc il y en a qui sont en bambou, ou avec des structures biosourcées, donc avec moins de métal. On peut aussi imaginer des véhicules partagés, évidemment. Ça n'empêche pas du tout ça, au contraire. Et surtout, ça rentre dans une niche qui est très fertile. C'est la niche du monde rural où il n'y a pas assez de transports en commun pour que ce soit possible. Mmh. Éventuellement, pas non plus de parc de voitures partagées, en tout cas pas de façon institutionnelle. Donc ça rentre exactement là où il faut, quoi. C'est aux marges de la société, dans un endroit où on a besoin de mobilité, du quotidien, hein, pour aller chercher sa baguette, pour amener les enfants à l'école ou je sais pas quoi. Voilà, un véhicule intermédiaire, ça peut répondre à ce besoin-là. En faisant du bien social, si on les partage, ça fait tout un modèle économique qui vient derrière, et donc plein d'innovations, parce qu'il y a toute une grille de véhicules. Donc il y a des véhicules qui vont très lentement, enfin lentement comme un vélo, un peu plus qu'un vélo, jusqu'à des véhicules qui vont jusqu'à 80-90 km/h. Donc OK. mais bon, l'enjeu là, aujourd'hui, c'est un enjeu de sécurité, parce qu'évidemment, les critères de sécurité, ce sont ceux d'une voiture. Alors Mmh. maintenant, les critères de sécurité étant tellement déments, même si on a un véhicule qui fait 30 km/h, si c'est une voiture, on va lui mettre les mêmes garanties de sécurité, alors que c'est plutôt un vélo. Donc, il y a un problème réglementaire là. Et puis, il y a le coût. Le coût, parce que c'est un nouveau modèle, donc il n'y a pas encore la montée en échelle, quoi. Donc, qui fait que c'est encore des véhicules chers. Mais Ça c'est Ouais. c'est clairement un modèle qui va monter. Bah, c'est intéressant. Je rebondis sur ce dernier truc là que tu dis, le coût, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, vu d'un niveau macro comme ça, oui, enfin carrément. Oui. Quand tu te mets à la place de l'entrepreneur qui doit payer ses factures, qui a la guillotine financière au-dessus du coût, c'est assez difficile de garder cette hauteur et cette tranquillité et cette non-course à l'innovation incrémentale, mais être plus disruptif, parce que ça demande aussi plus de temps d'arriver à faire de l'innovation qui soit vraiment extérieure. Alors, peut-être qu'une des pistes de réponse, justement, c'est les appels à projets type ADME, soutien de l'État, etc. Mais sinon, c'est vrai que si t'as pas ce soutien financier, ça devient très vite angoissant, quoi. Ouais, mais il y a des outils. Team for the Planet, par exemple, c'est un outil qui va financer des projets Mmh. sur le long terme en reliant des entrepreneurs et des chercheurs. Et puis, il faut aussi profiter du tissu de recherche qu'on a en France, qui est énorme, hein, recherche publique, financée par le contribuable. Et donc là, il y a plein de choses à imaginer sur ces innovations de rupture, comme on dit, et Mmh. qui sont au service de la robustesse du territoire. Il y a énormément de choses. Par exemple, il y a des chercheurs qui sont capables de faire du papier avec des alliages cellulose-hémicellulose, donc des papiers extrêmement rigides, extrêmement résistants, disons, aux intempéries, etc., qu'on peut très bien utiliser comme des nouveaux composites, mais des composites qui sont biodégradables. Donc le Mmh. problème du composite, hein, les pales des éoliennes, par exemple, c'est pas biodégradable. On peut vraiment rien en faire. Si on commence à faire des composites en papier,
Alors, il faudra les changer plus régulièrement parce qu'ils vont quand même finir par se dégrader plus rapidement que du composite. Mais ils sont biodégradables. Donc, en fait, il n'y a aucun impact sur l'environnement. Ça va nourrir les écosystèmes. Une pale d'éolienne emballée dans du papier comme ça, très résistant, on les change peut-être tous les ans, mais on l'enfouit dans le sol et ça va nourrir des champignons. C'est ça le futur. Hein. Là, il y a plein de choses à faire. Mais on peut faire des alliances comme ça entre recherche. Et donc, Team for the Planet, c'est exactement ce qu'ils font, d'ailleurs. Ok. J'ai entendu parler de ce projet, mais c'est vrai que je me suis pas approprié. Et du coup, je vais aller fouiller un petit peu. Et c'est vrai que Arthur Obeuf est très bien. Il en parle très bien. Ouais. Oui, j'ai suivi un petit peu, mais je suis pas rentré, j'ai pas double-cliqué encore sur le. Mais c'est vrai que je rebondis un petit peu sur ce que tu dis là sur l'importance. Enfin, comment est-ce que en fait, si on utilise des pales en papier biodégradables, on peut penser que c'est du gâchis, mais en fait, ce même gâchis va tomber sur le sol et en fait nourrir des champignons qui sont en dessous et en fait bon si ça avait été un arbre par exemple renforcer l'intégralité de la structure. Donc en fait c'est comme si le gâchis n'en était pas vraiment un, et en fait il y a une sorte de gâchis productif. Exactement. En fait, faut juste se poser la définition de la circularité. En fait, c'est quoi la circularité? La circularité, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles le gâchis n'est pas un problème. C'est que si tout est circulaire, à chaque fois qu'on produit quelque chose, ça nourrit autre chose, qui nourrit le système, etc. Et ça, l'arbre qui perd ses feuilles à l'automne, c'est un gâchis énorme du point de vue de l'arbre. C'est un gâchis de biomasse énorme. Hein. Le nombre de feuilles qui tombent, il y en a très peu qui vont finir par nourrir l'arbre. Hein. C'est un don en fait à l'écosystème. Mais ce don, qui est très large, nourrit tout l'écosystème. Et c'est ça qui permet au sol de tenir, aux champignons de se nourrir, aux nutriments de rester dans le sol, au CO2 d'être stocké dans les sols, enfin à l'eau de rester dans les sols. Tout ça, c'est les services écosystémiques qui sont produits par toute cette biomasse qui sort de l'arbre. Mais au niveau de l'arbre individuel, c'est un gâchis. Mais parce que c'est circulaire, ça maintient la viabilité de tout le territoire et donc de l'arbre en retour. Et dans ce même genre. En fait, le problème, nous, c'est qu'on fait énormément de gâchis, mais notre gâchis, c'est pas du bon gâchis, c'est du mauvais gâchis. C'est du gâchis, c'est du gâchis polluant, quoi. Genre plastique qui ensuite, nous, on le boit, ça se retrouve dans notre cerveau, dans les spermatozoïdes, dans les ovules, et qui ensuite nous cause des cancers, quoi. Donc, on est les premiers. Non seulement c'est pas un gâchis productif, mais c'est un gâchis toxique, parce que ça pourrait être un gâchis neutre. Mais non, c'est un gâchis, un mauvais gâchis, quoi. Oui, alors tu prends l'exemple du plastique, c'est l'amiante de demain. Hein. Faut le dire. Hein. Les nanoplastiques, c'est des particules que le corps humain n'est pas capable de digérer. Donc ça veut dire qu'on a des cellules, les cellules du système immunitaire, les macrophages, ça qui essayent de digérer ce truc-là et qui n'y arrivent pas en fait, parce que c'est vraiment pas, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine, on ne sera pas capable de le digérer. Donc on l'accumule dans notre corps et en plus ça stimule notre système immunitaire parce qu'il voit bien que c'est un corps étranger qu'il faut tout le temps attaquer. Donc ça fait des maladies chroniques et puis ça fait des tas d'autres choses. Et donc ça, je dis que c'est l'amiante de demain, c'est pas encore ça. Hein. Mais on commence à en faire l'amiante de demain. C'est qu'il y en a tellement dans l'eau, dans l'air, et qu'on en accumule dans notre corps, que quand on est un enfant aujourd'hui, on est exposé à beaucoup plus de plastique que quand moi j'étais un enfant. Ça s'accumule dans le temps. Donc en effet, ça c'est ce qu'ils retrouvent dans les cerveaux. Ils font des autopsies maintenant et ils cherchent le plastique dans les cerveaux, et c'est genre, je vais pas dire un chiffre, mais c'est significativement plus important que il y a 20 ans, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui est terrible, c'est que on pense au plastique souvent macro, quoi. On prend, je sais pas, la cuvette en plastique, etc. On oublie en fait qu'il y a des nanoplastiques, donc des choses qui sont plus petites qu'une cellule humaine. Ça rentre partout et on en boit, on en respire en permanence. Et ça s'accumule. On est des accumulateurs de plastique. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. On est des filtres à plastique. Ça, il n'y a pas que les oiseaux ou les poissons, c'est ça, hein. Non, mais les c'est huîtres ça. et tout ça. On fait pareil, nous. Hein. Ils en ont retrouvé dans des embryons, c'est dans des bébés en train de grandir, quoi. Enfin, c'est bon, c'est assez déprimant comme sujet. Et justement, ce que je trouve super dans ton approche, c'est qui est un peu, je sais pas si tu serais d'accord de dire ça, mais c'est un peu solarpunk. Ça reprend un peu, c'est un peu une approche stimulante. Et c'est vrai que j'ai discuté avec un ami l'autre jour, et il me disait, mais combien de temps on pense à la Troisième Guerre mondiale et combien de temps on pense au monde incroyable qu'on pourrait créer. Et donc on est un peu maintenu dans une espèce de sphère qui nous empêche de penser à un monde meilleur, je trouve. Il y a un petit peu un côté, une dystopie autoréalisatrice finalement. C'est ça. En fait, quand on reste dans le culte de la performance,
Donc ce fameux monde où on pense que la performance est toujours positive, alors qu'on est dans un burn-out généralisé, hein, burn-out des humains, burn-out des écosystèmes, et pourtant on pense toujours que la performance est la solution. Bah, c'est dingue, hein, quand on y pense 2 secondes, c'est totalement aberrant, quoi, absurde. Bah, en fait, quand on reste coincé dans ce monde-là, l'impossible est impossible. En fait, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est tout ça. En fait, c'est que des choses comme ça qui nous écrasent, quoi. Alors que si on s'autorise à dérailler du culte de la performance, donc penser que la performance n'est pas nécessairement positif, que c'est plutôt un mal nécessaire, qu'on a besoin de performance, mais seulement dans les moments de crise, et que le reste du temps, on fait de la robustesse, on prend soin de soi, on garde des marges de manœuvre, etc. Bah là, l'impossible devient possible. On commence à développer des nouveaux mécanismes. C'est par exemple, ce que je disais sur le tout réparable, l'économie de la fonctionnalité. Bah, on a accès à des objets haut de gamme au prix le plus bas. Bah voilà, l'impossible devient possible. Bah, mais c'est pareil pour à peu près tout, hein. C'est comme la souveraineté. La souveraineté agricole, par exemple, hein, si on reste coincé dans l'idée que la souveraineté, c'est les capacités d'exportation, comme le propose la FNSEA, hein, finalement, depuis des années, bah, évidemment qu'on va dépendre des engrais, des pesticides. Et donc, c'est l'inverse. Cette souveraineté, en fait, elle dépend des acteurs extérieurs. Si on fait de l'agroécologie, alors là, oui, on est vraiment souverain, mais au sens autonomie du territoire. C'est ça, la souveraineté. C'est pas les capacités d'exportation, c'est l'autonomie du territoire. Et là, l'impossible devient possible. On va remplacer les engrais et les pesticides par la biodiversité sur le foncier, dans les parcelles. Et c'est vrai pour à peu près tout. Dès qu'on s'ouvre à ça, en fait, on passe beaucoup plus de temps, en effet, à construire ce monde robuste désirable, quoi. Et on oublie, enfin, c'est pas qu'on l'oublie, évidemment qu'il est là, hein, mais en fait, on le ringardise. La course aux armements, on la ringardise. La Troisième Guerre mondiale, on la ringardise. La performance, on la ringardise. On passe à autre chose. Bon, quand même, petit aparté Troisième Guerre mondiale, mais sur, alors, ou plutôt dans... J'ai réfléchi à mes questions, mais dans cette perspective-là, de justement, si la France ou si des régions françaises adoptent finalement ou diminuent leur volonté de performance au niveau des armées, par exemple, est-ce que ça pourrait pas créer une sorte de faille dans lesquelles d'autres pays, en fait, ils vont se dire, ils ont plus l'équipement militaire, ils ont pas les drones, par exemple. Bah, du coup, non, on peut juste massacrer leur armée et prendre leur pays, quoi. Alors, je vais donner un exemple, à mon avis, qui illustre parfaitement ça. L'Afghanistan, entre 79 et 89. On peut considérer que ce n'est pas un pays qui a fait la course aux armements par rapport à la Russie, hein. C'est le seul pays qui a réussi à vaincre la Russie. Il n'a pas fait une course aux armements. En fait, ce qui fait la résistance d'un pays à l'envahisseur, c'est pas la qualité des armements, c'est la cohésion sociale. C'est qu'un pays qui est très cohésif, qui a quelque chose à défendre, va résister et gagnera, parce qu'il joue un jeu infini. C'est comme le Vietnam avec les États-Unis. Quand on joue un jeu infini, qu'on a quelque chose à défendre, on ne peut pas perdre. Je vais reprendre J.D. Vance, faut le faire quand même. J.D. Vance, quand il vient à Munich, donc le vice-président américain, il a dit une chose très profonde. Il a dit « Je comprends contre quoi vous vous défendez, vous les Européens. Je ne comprends pas ce que vous défendez. » Ben là, il pose une excellente question. Moi, je ne comprends pas ce que l'UE défend. Si l'UE défend la concurrence libre et non faussée, ou des valeurs très positives, mais tout en exportant des pesticides toxiques dans d'autres pays, je ne comprends pas ce que l'UE défend. Ça, il faut le corriger. C'est que si on commence à vraiment construire un socle sur lesquels on construit une raison d'être de l'Union européenne et qu'on travaille la cohésion sociale, la souveraineté des territoires, l'autonomie, etc., là, on a quelque chose à défendre, vraiment. Et l'armement, c'est pas qu'il faut arrêter de s'armer, hein, bien sûr, hein, il faut des armements parce qu'il faut quand même montrer un tout petit peu les dents. Mais faire que de l'armement en oubliant la cohésion sociale, là, on est sûr de perdre. Sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que Poutine compte là-dessus, d'ailleurs. Et dans cette perspective-là, est-ce que le service militaire est cohérent, du coup? Alors, le service militaire, ce qui est un peu dommage dans le service militaire, c'est que c'est vraiment qu'un service militaire. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus intéressant, par exemple, un service un service qui soit au-delà de, par exemple, reconstruire des chemins de randonnée dans les Pyrénées, en fait, donner de l'amour à la France via sa jeunesse qui serait en fait mis sur le terrain
dans les montagnes, dans les Alpes, au service des personnes âgées, etc., mais qui soient pas juste en fait au service de l'utilisation et le maniement des armes finalement. Voilà, en fait, c'est quand on fait les militaires sont utiles, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. Il y a besoin d'une certaine, Bah oui, c'est comme on oui, a besoin de carrément. pompiers, quoi, mais on n'a pas besoin que tout le monde soit pompier ou que tout le monde soit militaire. Il y a un modèle qui me paraît intéressant, c'est les scouts en Belgique. Parce que en Belgique, le scoutisme est resté très populaire et c'est pas du scoutisme d'extrême droite ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment du scoutisme très simple, quoi. Mmh. On va dans la nature, on apprend à bricoler, à réparer, à vivre ensemble, à se C'est raconter des génial. histoires au coin du feu. Tout ça, c'est des pratiques, c'est des traditions, quoi. Et ça marche très bien d'ailleurs. C'est vraiment très populaire le scoutisme là-bas. Et ça, ce serait une façon de faire du lien social. Et ce serait le service militaire. Mais du coup, ça serait plus vraiment un service militaire. Ce serait plus une tradition où la jeunesse se rencontre autour de la nature, en faisant des liens au territoire, en aidant les personnes, etc. Enfin, je veux dire, en ayant vraiment d'autres objectifs, quoi. Et alors, qu'il y ait des militaires, qu'il y ait des super armes très performantes, oui, très bien, mais c'est comme le pompier, on va essayer de lui donner le meilleur Canadair, quoi. Mmh. Mais on construit pas un modèle de société sur un Canadair, quoi. Ouais. Sur autre chose, quoi. C'est ouais et en plus d'être une antidote, finalement, c'est aussi c'est aussi une antidote aux écrans dont on est beaucoup Mmh. dépendant. Donc remettre les enfants un peu au centre de les enfants et adolescents et même les adultes en fait, Bien sûr, enfin tout le monde tout le monde un tout le petit monde. bain de nature bain de nature obligatoire, et pour rencontrer l'autre aussi parce qu'il y a beaucoup de ça c'était un des choses dont on parlait beaucoup, au niveau du service militaire. Toi, je sais pas, tu l'as fait ton service militaire? Ou tu Non, passé moi, non? je suis passé à travers, Tu passé à juste travers? la première année où c'était grâce à Chirac, ouais. Et hem et du coup, c'est aussi un moyen de se faire rencontrer les Français. Mmh. C'était en tout cas ce qui a été dit, c'était, ça brasse du monde. Il y a des gens qui, voilà, qui, auraient jamais été, amenés à se rencontrer, qui d'un coup, fraternisent finalement. Ouais, mais Donc c'est bien sûr, ça c'est très positif, mais pourquoi on se rencontrerait autour de cette idée de la compétition, de la verticalité, de la hiérarchie, enfin, tous des vieux modèles, quoi. On peut très bien se rencontrer autour de d'autres modèles. ouais, mais plus sur un modèle scout, plus sur un modèle scout que, sur un modèle Voilà. service militaire, quitte à avoir dans ce modèle scout une petite branche parce que je suis sûr que bon moi j'ai pas fait les scouts. J'aurais bien aimé, mais je l'ai pas fait. Mais il doit y avoir un petit truc genre apprentissage du tir à l'arc. Il doit y avoir Mmh. de la chasse, enfin un petit truc un plus orienté armes. Et pourquoi pas s'il y a des gens qui sont chauds de se mettre sur la branche armée du scoutisme. Mmh. Mais ouais, Bah, voilà, non comme mais je suis comme, il y a d'accord. des militaires. Voilà. Moi j'ai discuté avec un ami aussi, un Finnois, qui me disait, on parlait un peu de ça. Et il me disait: «Ah mais moi si, la Russie attaque demain, la Finlande, direct j'y vais». Et les Finnois ont, et lui il avait fait je pense 1 an ou peut-être 2, je crois que c'est 18 mois entre 1 et 2 ans de service militaire. Et donc et en fait d'avoir une population, unie et soudée et qui aime son pays et qui a des raisons de le défendre parce que la France c'est magnifique. Et ben finalement, c'est un outil hyper, dissuasif au même titre, enfin, voire plus qu'une bombe nucléaire parce Ah que bien sûr, c'est beaucoup plus dissuasif. Mais avant d'aller là, enfin, faut quand même, réaliser que l'Europe n'a jamais tant acheté de gaz russe qu'en 2024. mmh, Donc, avant, d'envoyer, l'armée, contre la Russie, il faudrait déjà qu'on fasse un peu le ménage chez nous, hein. Enfin, Total, Exxon, Shell, font des deals avec la Russie actuellement. On achète encore du gaz russe aujourd'hui, liquéfié, hein, ou par des canaux, un peu, différents, quoi. Le Kazakhstan, par non, exemple. voilà. Donc c'est enfin, tant que en fait, Trump a raison là aussi, enfin, c'est fou, hein, j'en suis à défendre Vance et Trump, quoi. Mais quand Mais Trump non, mais dit alors, que petite parenthèse sur ça, mais c'est bien d'arriver à reconnaître des arguments valides chez un mmh, adversaire politique. Et ça, je pense que trop de personnes le font pas et disent, mmh. «Ah ben non, si, si Trump a dit que le ciel était bleu, le ciel est pas bleu, hein». Oui, 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 non, Donc mais c'est non, mais là tout à ton honneur de reconnaître que t'es pas forcément sur la même ligne politique, mais qu'en fait, il a peut-être raison sur certaines choses. bah, là, il y a quelques points et donc quand il dit, «Je comprends pas pourquoi les Européens, se confrontent à la Russie et soutiennent l'Ukraine tout en achetant du gaz russe». Bah, oui, c'est vrai que c'est incompréhensible et il a tout à fait raison. C'est incompréhensible. Comment se fait-il qu'on garde encore cette ligne avec, la Russie? Alors on peut l'expliquer, hein, il y a l'Allemagne qui est encore très dépendante de son industrie automobile, qui dépend beaucoup, du gaz et donc bah, voilà, pour plein de choses dans son équilibre, mais la France aussi, hein, puis plein d'autres pays. Donc on a fait des choix, court-termistes
Et donc, on fait en fait un soutien de façade à l'Ukraine. Enfin, il faut bien comprendre que la Chine soutient beaucoup plus la Russie, l'armement de la Russie, la Chine, et nous, on soutient très très peu l'Ukraine, en fait, en termes d'armement. Donc même c'est complètement disproportionné. Donc on soutient assez peu l'Ukraine, et on achète du gaz russe. Et on est dans la gargarise. posture... On se gargarise dans le Ah, soutien à l'Ukraine alors qu'en fait, on met un petit peu un poignard dans le dos, quoi. En voilà. Donc, achetant, voilà. en finançant, en finançant la Russie par nos achats massifs de gaz russe. C'est quoi les proportions? Enfin, je sais pas si tu connais un petit peu les proportions. Alors, je connais pas les proportions exactes, Ouais, mais c'est c'est en augmentation. C'est ça qui est dingue. C'est que 2022, 2023, 2024, c'est de plus en plus. On achète de plus en plus de gaz russe. Bah, c'est fou, quoi. dingue. Bon, mais du coup, il faut pas se laisser abattre parce que c'est vrai que s'il y a ce côté un peu, ça crée justement de l'anxiété et il faut arriver justement dès qu'on retrouve ce contact un petit peu avec la nature, notamment avec d'autres personnes, ben c'est vrai que je dirais que c'est une sorte de pommade et de baume au cœur, finalement ce contact avec la nature mais les enfants seraient les premiers à bénéficier de ça. Et toi, je sais pas si tu as des enfants ou pas, mais Pas d'infos, ouais. dans ce monde de de fluctuations, comme tu dis, Mhm. qu'est-ce que tu proposerais aux parents? Ah bah, aux parents, moi, je vraiment, c'est d'aller embrasser ce monde de la robustesse. Alors moi, j'appelle ça la Ouais. robustesse. On peut mettre d'autres mots, hein, derrière, hein, mais c'est cette idée de dire, bah oui, le monde va devenir de plus en plus fluctuant. Plutôt que de le subir, eh ben, vivons avec les fluctuations. En fait, c'est presque redevenir, enfin, retrouver l'esprit paysan, vivre avec les saisons, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on fait pas les mêmes choses en été, en hiver. Nous, en fait, on produit des produits toute l'année, comme si on était branché sur une énergie qui est tout le temps là, le pétrole. Alors que non, en fait, l'énergie, eh ben, il y en a beaucoup en été, le soleil, et en hiver, il y en a moins. Donc on produit plein de choses en été et puis, en hiver, bah, on dort plus, on les distribue, on les emballe, mais on produit moins, quoi. Va s'ajuster à ça. Et donc moi, ce que je dirais aux parents et par rapport, à l'éducation, c'est, surtout il y a ne pas de enfin, il y a une chose à ne pas faire, hein, c'est de dire, voilà, ça va fluctuer très fort, donc faites des efforts. C'est ce qu'on dit aux jeunes, hein, beaucoup, hein. On leur dit: «Ah, votre 21e siècle va être pourri, faites des efforts». Bon, bah, là, ils démissionnent, hein, ils désertent, parce que ça, c'est vraiment pas du tout désirable. Si par contre on leur dit: «Ça va fluctuer très fort et ça va être l'occasion de revoir tout le modèle économique, tout le modèle social. Vous allez inventer des nouvelles traditions, des nouvelles cultures et en plus, vous allez réaliser qu'il y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. C'est le monde du burn-out. On est sur l'autoroute, on rencontre personne, on va très vite à destination, hein, mais on rencontre personne sur la route. On va plutôt inventer un monde en interaction avec le monde, alors qui est plus lent, mais finalement la lenteur c'est secondaire. C'est surtout qu'on va beaucoup plus interagir. Du tout réparable, on va être fier de pouvoir réparer ses objets soi-même, faire de l'agroécologie, des conventions citoyennes, des approches participatives. Encore une fois, c'est un boulevard politique. Ça, c'est très désirable. Et en plus, on enterre ce monde toxique qu'on est en train de quitter, quoi. Et ça, à mon avis, ça peut être stimulant, quoi. C'est méga stimulant, méga désirable. Et comment t'expliques que ce soit pas repris dans certains programmes politiques où Bah, tu parles de boulevard politique? Ouais. Toi, je pense pas que tu aies des vérités Non, moi je politiques suis un parce que scientifique, je suis juste un éclaireur. voilà, ouais, un éclaireur, mais parce que c'est très chiant en fait la politique, je pense que enfin, en tout cas C'est comme compliqué. proposé aujourd'hui, même une personne bien intentionnée, mais il fuit ce monde horrible qui est la politique, même si on a envie de changer les choses, c'est juste la dernière des voies qu'on emprunterait, je pense. Pour une personne à peu près saine d'esprit, et je dis pas qu'il y a Sauf au niveau territorial. Enfin, les voilà, politiques territoriaux, c'est ouais, beaucoup plus intéressant, là. voilà, c'est ça. Et parce qu'il y a des vraies choses, des vrais impacts qui se passent et c'est plus du tout quelque chose d'abstrait. Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas cette reprise alors qu'il y a une demande? Moi, je l'ai pris avec 2-3 exemples en local ici que j'ai, mais comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas cette reprise de cette effervescence citoyenne au niveau national et au niveau politique? Alors, il y a peut-être certainement plusieurs raisons. La première raison, c'est passer le mot culte dans le titre de mon bouquin. Culte. C'est un culte. Je le remets, C'est tiens. qu'en fait, on est dans une forme de dérive sectaire. Oui, voilà. On est dans une forme de dérive sectaire. C'est qu'en fait, on pense que la performance sera la solution. Donc, à chaque fois qu'on bloque sur quelque chose, on augmente les performances parce qu'on pense que ça va être la solution. Sauf que quand on augmente les performances, on épuise les ressources humaines, les ressources naturelles, et donc on prépare la crise suivante.
Et donc, c'est une boucle comme ça. Ça, c'est un culte. Et donc, en fait, tant qu'on ne sort pas de cette idée que la performance n'est pas nécessairement positive, eh ben, on va pas y arriver, quoi. On va rester dans ce monde-là, quoi. Donc ça, c'est une première chose, c'est sortir de cette idée qu'on va résoudre nos problèmes en augmentant les performances. Ça, c'est terminé. Ça ne marche plus et ça marche plus depuis des années. Enfin, Ivan Illich en Mmh. parlait déjà dans les années 60, hein, donc autant dire que c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'on sait que ça ne marche plus. Aujourd'hui, on est comme des bourrins à brûler beaucoup de pétrole pour faire des tout petits incréments comme ça qui sont très toxiques pour l'environnement. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le deuxième frein, donc outre ce frein mental, hein, c'est que les personnes qui ont le pouvoir et l'argent n'ont aucune raison de sortir du modèle parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent. Donc, alors ce qui est fou, c'est qu'en effet, il y a une majorité de citoyens qui sont prêts à accélérer sur la transition écologique. C'est 2/3, hein, dans tous les partis, hein, y compris au Rassemblement national, chez les Républicains, tout le monde. Enfin, il y a une majorité de citoyens qui veulent accélérer sur la transition écologique, hein. Enfin, les citoyens ne sont pas idiots, hein, ils voient bien que ça se dégrade, hein, donc il faut quand même qu'on réponde. Mais ceux qui ont le pouvoir, donc les Bolloré, les Sterrin, les Musk, les Poutine, les Netanyahou, eux, ils ont le pouvoir et ils vont rien lâcher. Donc c'est le frein, il est là. Enfin, le frein politique, il est là. Quand on est au pouvoir, on le lâche plus, quoi. Donc là, nous, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est pas tellement les confronter parce que ça va que les conforter dans leur délire. Il faut plutôt les encercler. Alliance latérale, quoi. Jeu de Go. Donc on fait des alliances Mmh. latérales avec des personnes qui sont alignées. Finalement, en fait, on finit par étouffer le cœur qui se ringardise et donc qui n'a que deux choix, mourir ou rejoindre les marges. Donc c'est ça. Ça, c'est du Saul Alinsky, Stéphane Van den Eede, tous ces gens-là travaillent beaucoup sur ces questions-là. Comment ça se met en place ça? Parce que c'est une sorte de révolution pacifique Ouais, ou, c'est ça. C'est ça, c'est une transformation, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas une révolution, c'est une transformation douce, en fait, hein, ça se fait comme ça. Et donc ça c'est juste là aussi, c'est une forme de blocage mental, c'est se dire si, par exemple, je travaille dans le monde de la culture, je vais peut-être m'interdire d'interagir avec des éboueurs. Alors que non. C'est ça les alliances latérales. C'est que, bah oui, je peux interagir avec des éboueurs, avec des associations de consommateurs, avec des PDG, avec des anthropologues. Il n'y a aucune raison de s'arrêter parce qu'on est dans autre chose là. On est dans un mmh, changement culturel. Donc les alliances latérales, il faut penser très large. Et plus c'est large, plus ça ringardise le cœur. c'est beau. Mais ça a l'air assez simple, mais alors, donc en fait, il faut aller parler aux gens. Il faut aller parler aux gens qui C'est sont ça. hors de notre, disons, zone évidente de contact. Ouais, exactement. En fait, l'alliance, c'est le début de la coopération. C'est-à-dire que l'alliance, quand on fait des alliances, on ne sait pas exactement à quoi ça Mmh. va arriver. Voilà, c'est un peu ouvert. Voilà. Donc, on multiplie les alliances, comme les symbioses, hein, dans le monde vivant. Mmh. Les êtres vivants font des tas d'alliances. Il y en a plein qui servent à rien. On multiplie les alliances. Et puis, dans le tas, il y en a certaines où ça clique, qui font d'autres alliances. Et là, ça commence à faire de la coopération. Et là, ça devient très fort. Mais alors, hem, est-ce est-ce que alors là, pour le coup, avec, tes lunettes plutôt de biologiste, comment est-ce que se met en place cette, symbiose? Finalement, c'est très curieux ça. Par exemple, les fourmis et l'acacia, il y a bon, des tas d'exemples, les champignons et les arbres, la mycorhize. Mhm. Comment, des phénomènes aussi extraordinaires que ça finalement arrivent à se matérialiser et comment est-ce que nous, on pourrait s'en inspirer pour, encercler le cœur et cetera? Ouais, ouais. Alors, donc les symbioses se développent beaucoup dans le monde vivant quand il y a des pénuries. En fait, les êtres vivants Génial. coopèrent quand il y a On des est dedans. pénuries. Ah ouais, on est exactement dedans, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, c'est qu'on va aller dans le monde de la coopération parce qu'on va rentrer dans le monde des pénuries chroniques de ressources, le monde fluctuant. C'est ça que ça va stimuler. Donc ça se fait progressivement, mais c'est exactement, le monde vivant est un exemple typique d'alliance latérale qui va très loin. C'est que là, nous, les humains, là, on parle de faire des alliances entre humains de secteurs économiques différents. Alors que dans le monde vivant, c'est un champignon qui interagit avec un animal, un champignon qui interagit avec une plante. Donc c'est des règnes différents. C'est pas des, des humains. Enfin, Oui, c'est c'est pas comme des si gens nous, de la on même faisait une espèce. alliance avec, les sangliers, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est ce qu'il faut faire. Baptiste Morisot en parle très bien quand il parle de ses alliances avec les castors pour restaurer Oui. les rivières. C'est une coopération entre humains et non humains. Quand on fait de l'agroécologie, c'est une coopération entre humains et non humains. Mais déjà, nous, à notre échelle, on pourrait faire déjà des coopérations entre humains, ce qui est beaucoup plus facile. Donc tout à l'heure, je disais, Ouais. voilà, les artistes avec les éboueurs. Bah, je prends un exemple avec les PDG, avec les anthropologues. Ça, c'est une symbiose beaucoup plus simple à mettre en place parce qu'on parle le même langage, on est de la même espèce. Donc ça serait le premier point de départ, quoi.
Mais alors, je reviens à ma question sur comment, au niveau biologique, ça. Alors, tu disais les pénuries, je t'ai interrompu. Est-ce qu'on peut revenir sur ça parce que je pense que tu as des choses à raconter intéressantes sur l'alliance. Alors, pénurie, ok. Et Ouais. qu'est-ce qui se En passe fait, après? alors, on peut penser un peu à l'envers, c'est que quand il y a beaucoup de ressources, quand on tombe dans une niche écologique avec, par exemple, les cyanobactéries. Tu mets des cyanobactéries dans de l'eau chaude avec plein de nitrates, plein de phosphates, plein de fer. Donc, abondance de ressources, il y a du soleil. Et ben là, elles vont pulluler, proliférer. Ça va faire un bloom algaire. Donc, une sorte d'énorme parasite qui va émettre des toxines, qui va tout tuer sur son passage. Il n'y aura plus que des cyanobactéries. Et ça peut prendre des surfaces énormes, à la surface de l'océan ou dans des lacs, comme ça. Là. Donc là, on est dans la performance, la compétition, nourrie par le monde stable, abondant en ressources. Si d'un seul coup, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'elles épuisent toutes les ressources au bout d'un moment, hein, évidemment. Mais donc ça collapse. Et là, on se retrouve dans une niche écologique plus normale, où il y a des pénuries de ressources, des fluctuations. Ces mêmes cyanobactéries vont commencer à interagir avec d'autres êtres vivants et vont faire des symbioses. Ils vont, voilà, c'est des échanges, parfois c'est des symbioses très distantes, hein, ça peut être juste des échanges de nutriments ou des échanges très indirects, donc ça peut être, toi, très lointain. Mais après, au fur et à mesure des années, et voire même des millions d'années, hein, parfois ça met beaucoup de temps, c'est par exemple ce qui se passe dans notre corps, par exemple. Nous, toutes nos cellules, dans notre corps, on a des mitochondries, donc c'est des anciennes bactéries qui font la respiration, enfin qui permettent, qui sont très impliquées dans le métabolisme. Et ben ça, c'est une symbiose qui va très très loin parce que là, ça veut dire qu'on a intégré une bactérie dans nos cellules humaines. Alors c'est de tous les animaux, hein, ça fait très très longtemps, hein, ça fait des milliards d'années que ça existe. Ça. Mais donc ça, c'est des symbioses là vraiment très 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 intégrées quoi. Ouais, Donc intégrées. voilà, il y a tout le gradient quoi. Donc il y a des symbioses très lointaines où chacun reste dans son coin et puis on s'échange. Et puis il y a des symbioses complètement intégrées. Des fusions, quoi, un peu comme Des fusions. Ouais. Vegeta et Sangoku qui font la fusion. Je sais pas si t'as, je sais pas si t'as la référence, c'est Dragon Ball Z. Bon, bref, mais Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça ils font rappelle une des vieux fusion. souvenirs, En ouais. fait, ils font vraiment une fusion où c'est une fusion totalement intégrée où ils deviennent qu'un seul corps finalement. Voilà, Et c'est interdépendant. et ça fait aussi écho à notre microbiote qui est composé. On a 3 kilos de bactéries aliens complètement Voilà. exogènes et qui pourtant sont fondamentales à notre santé. Et c'est peut-être un exemple de symbiose, en tout cas au niveau du corps humain. C'est bon, très bel exemple. Bon, eh ben merci beaucoup Olivier. On arrive au terme de notre conversation. Est-ce que tu veux laisser un petit message? Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui te touche? Il y a 1000 sujets sur lesquels on aurait pu partir. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin que Ouais, tu as envie peut-être de... je finis avec un verbe, le verbe dérailler. Moi, j'aime bien l'utiliser, ce verbe dérailler, parce que il faut dérailler du culte de la performance. Et je pèse tous les mots. C'est que c'est un culte, comme je disais tout à l'heure, et c'est bien la performance. Le problème, c'est que tant qu'on déraille pas de ça, ça va pas. Et c'est bien dérailler. Dérailler, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on est sur des rails. Si on ne déraille pas, on reste sur les rails et on sait que la trajectoire n'est pas positive. Donc il faut dérailler, générer du trouble. Donc questionner la question, les artistes qui génèrent du trouble, tout ça, ça va nous permettre de sortir de ce monde-là. Et donc c'est vraiment un moment culturel. Il va falloir changer de culture. Enfin, on le fait. Hein, j'aurais arrêté de dire il faut parce qu'on est en train de le faire en ce moment. Il faut juste C'est mettre ça. l'éclairage là où ça se passe. Quoi. Et sur c'est marrant parce que dérailleux, ça peut être aussi, on utilise pour un synonyme de folie. Ah, il Ouais. déraille, il est en train de dérailler. Et Alors que la folie, toi, du coup, tu invites à dérailler. Oui, c'est le contraire. La folie, c'est l'obstination. C'est quand on est obstiné, quand on reste sur les rails, c'est là qu'on est fou. Hein. C'est quand on déraille qu'on est censé, en fait. Parce qu'on a compris que c'était de la folie de rester sur les rails. Quoi. Génial. Non, mais c'est plein d'optimisme. Moi, ce que j'aime vraiment dans ton approche, c'est ça, c'est cette ferveur, cet espoir, cet optimisme vraiment solaire que ça dégage et ça te donne envie. Ça devient fun. Donc, donc vraiment, je pense que c'est un exemple à suivre pour nous, en fait, pour nous adultes, parce qu'il faut arrêter aussi de reposer, de faire peser le poids sur nos enfants. C'est à nous de prendre ces choses-là en charge. Exactement. Olivier, merci beaucoup. Merci Roland. Ciao, ciao. À bientôt. Le sillon bulle est activé.